Un hilarant enfant noir de 10 ans fait rugir de rire le juge Caprio dans la salle d'audience, après avoir prononcé l'excuse la plus inoubliable que le juge ait jamais entendue. La salle d'audience était plus petite qu'il n'y paraissait à la télévision. Mais pour un enfant de 10 ans debout sur le podium de l'accusé, elle semblait incroyablement vaste. De hauts plafonds portaient chaque toux et chaque battement, et les bancs en bois poli s'étiraient comme les sièges d'un théâtre. Les mains du garçon atteignaient à peine le bord du podium, ses petits doigts agrippant nerveusement le bois comme s'il pouvait l'ancrer à contre-courant des yeux fixant son chemin. Au-dessus de lui, le juge Frank Caprio était assis sur sa chaise, le marteau reposant tranquillement à proximité, son expression de patience mêlée de curiosité. C'était un lieu de droit, oui, mais aussi d'histoire. Chaque personne qui franchissait ses portes apportait avec elle quelque chose de brut, quelque chose d'humain. Aujourd'hui, cette histoire appartenait au garçon. Son nom avait été appelé quelques instants plus tôt, et il s'était avancé avec raideur, ses baskets grinçant contre le sol poli. L'accusation semblait mineure, presque absurde. Sauter l'école et être pris dans une infraction au code de la route alors qu'il était assis dans la voiture de sa mère. Sur le papier, ce n'était rien de plus qu'un méfait. Dans la salle d'audience, cependant, la gravité du décor l'a amplifié, transformant ce qui aurait pu être ignoré à la maison en quelque chose qui exigeait des comptes. Sa mère était assise au premier rang, son visage pris entre fierté et inquiétude. Elle s'était bien habillée pour cette apparition, portant un chemisier qui avait été soigneusement repassé ce matin-là, et ses yeux ne quittaient jamais le dos de son fils. Le juge Caprio s'est penché en avant, étudiant l'enfant avec un mélange de sévérité et d'amusement. Il a demandé au garçon de s'expliquer, sa voix calme mais ferme, portant juste assez de poids pour rappeler à tout le monde qu'il s'agissait toujours d'une salle d'audience. Les lèvres du garçon se sont séparées, et pendant un moment aucun son n'est sorti. Il a cligné des yeux rapidement, sa gorge se serrant sous la pression. Et puis, soudainement, l'excuse est sortie de lui, des mots enchaînés avec le genre d'innocence qui ne pourrait jamais être répété. C'était le genre d'explication que seul un enfant de 10 ans pouvait donner, si absurde, si étonnamment émoussé, que le silence de la salle d'audience s'est fissuré. Le rire s'est d'abord en ondulation des bancs, puis a déferlé dans une vague qu'il y a dans la pièce. Même le juge Caprio, un homme qui avait entendu toutes sortes d'excuses au fil des ans, a senti son sang-froid glisser. Ses lèvres se sont contractées, puis se sont séparées en un large sourire en riant, secouant la tête comme si l'enfant venait de déjouer le sérieux du moment. Le rire est devenu contagieux, remplissant la chambre de quelque chose de plus léger que la loi, de plus chaleureux que le jugement. Les caméras du coin ont capté l'expression aux yeux écarquillés du garçon alors qu'il regardait autour de lui, réalisant qu'il avait en quelque sorte fait rire toute une salle d'audience. Pendant un moment, on a eu l'impression que le poids s'était levé de ses épaules, comme s'il n'était plus en procès mais sur scène, racontant une blague qui avait parfaitement atterri. Mais derrière l'humour se cachait une vérité que lui seul portait. Alors que la salle riait, la poitrine du garçon se leva et tomba rapidement, ses doigts toujours serrés contre le podium. Son sourire était petit, timide et éphémère, rien de tel que le rire ouvert autour de lui. Ce que la plupart des gens ne pouvaient pas voir, c'est qu'il avait présenté cette excuse non seulement comme une comédie, mais comme une défense, un bouclier pour masquer la douleur de se tenir dans une salle d'audience. Pour un enfant de 10 ans, être ici n'était pas drôle, c'était terrifiant. Ce n'était pas un farceur à la recherche d'attention. C'était un enfant portant des responsabilités bien au-delà de son âge, assumant des morceaux de la lutte de sa mère que les autres n'imagineraient jamais. Le juge, toujours souriant, attrapa ce scintillement dans ses yeux. Sous le rire, il y avait une note tremblante, du genre qui parlait d'un poids plus profond. Le juge Caprio avait présidé d'innombrables affaires, et bien que sa salle d'audience permettait souvent des moments de légèreté, il savait quand un sourire cachait quelque chose de plus lourd. Il se pencha légèrement en arrière, son expression s'adoucissant, non plus seulement amusée mais réfléchie, comme s'il se demandait tranquillement quelle histoire se cachait derrière cette excuse. La mère du garçon baissa le regard, comme si elle espérait que personne ne remarquerait les ombres que le rire n'avait pas réussi à effacer. Les caméras ont capturé chaque détail, et pour ceux qui regarderont plus tard, cela semblerait être un moment charmant de soulagement comique, un jeune garçon désarmant un juge d'une pure innocence. Mais dans cette pièce, l'énergie avait changé. Le rire était réel, mais le silence qui a suivi quand il s'est estompé, ne laissant que le son de la respiration nerveuse du garçon. Il s'était acheté quelques secondes de sursis,
mais la vérité sur les raisons pour lesquelles il avait sauté l'école et pourquoi il avait été au volant et resté tacite. L'humour, brillant et désarmant, avait couvert la piqûre d'une réalité plus dure, qu'il ne sautait pas l'école pour jouer ou se rebeller, mais parce que sa mère avait besoin de lui d'une manière dont aucun enfant ne devrait être nécessaire. Le regard du garçon a dérivé brièvement vers sa mère, qui a forcé un petit sourire d'encouragement. Il a pensé au matin où elle travaillait de longues équipes, partant avant l'aube, et à la façon dont il aidait parfois à porter la charge à la maison. Pour lui, l'excuse avait été drôle, mais c'était aussi le seul moyen d'adoucir les bords de quelque chose de tranchant. Le rire avait toujours été sa façon d'alléger le poids, de se rappeler à lui et à sa mère que leur vie, bien que lourde, était toujours légère. Debout devant des inconnus qui pourraient penser moins à lui pour être là, l'humour avait été son armure. Le rire du juge Caprio s'est finalement calmé, mais la chaleur a persisté dans l'air, comme la lumière du soleil après la pluie. Il a doucement tapé sur son marteau, rétablissant le calme dans la pièce, bien que ses yeux se soient attardés sur le garçon plus longtemps que d'habitude. Il était clair pour lui, et peut-être pour quiconque regardait vraiment, que c'était plus qu'un enfant espiègle. C'était quelqu'un qui se tenait au carrefour de la comédie et des difficultés, de l'innocence et de la responsabilité. Ce qui a commencé comme un moment d'audience léger avait révélé un aperçu de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors que le garçon se tenait là, les épaules petites mais droites, le moment s'est scellé dans la mémoire de tout le monde. Une excuse hilarante avait caché une vérité sérieuse que le rire ne pouvait pas effacer. Et tandis que le public et les caméras pouvaient se souvenir de l'humour, ceux qui regardaient de plus près verraient le poids derrière. Ce qui avait commencé avec la comédie était sur le point de se transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Le rire résonnait encore faiblement dans les oreilles du garçon alors que l'audience se terminait, mais dès que le marteau a tapé et que les portes de la salle d'audience se sont fermées derrière lui, la chaleur de ce moment a commencé à s'estomper. Dehors, la ville était grise et lourde, ses rues glissantes avec une fine bruine qui brouillait les reflets néons des feux de signalisation. Ses baskets éclaboussaient à travers des flaques d'eau peu profondes alors qu'il marchait à côté de sa mère, le bruit des semelles mouillées giflant contre le trottoir tranchant dans le silence. Elle se portait avec une dignité tranquille, mais les lignes autour de sa bouche parlaient d'épuisement, le genre sculpté profondément au fil des années de lutte. Pour le garçon, ce rire du palais de justice avait l'impression que la lumière du soleil traversant les nuages, mais il savait trop rapidement. Derrière l'humour de son excuse, il y avait une histoire qui n'avait jamais été drôle, une histoire enracinée dans des nuits de perte, d'injustice et de douleur qui ont commencé bien avant qu'il ne soit assez vieux pour monter sur un podium. Quand il était plus jeune, pas plus de 5 ans, il avait l'habitude d'attendre que son père rentre à la maison le soir. Son père conduisait un petit camion de livraison pour les entreprises locales, transportant des caisses de produits, des colis et parfois même des meubles quand quelqu'un avait besoin de l'argent supplémentaire traité dans les livres. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête, stable et suffisant pour garder la nourriture sur la table. Il se souvint de l'odeur de graisse et de poussière sur la chemise de travail de son père, de la façon dont l'homme le soulevait sur ses épaules, riant avec un son retentissant qui remplissait leur modeste appartement de vie. Mais ensuite vinrent les lettres, de minces enveloppes estampillées de l'insigne de la ville, remplies d'avis et d'amendes écrits à l'encre froide et officielle. Au début, son père les rejeta, marmonné qu'il aurait fait une erreur. Puis vinrent plus de lettres, des piles plus épaisses, des pénalités ajoutées aux pénalités. Soudain, sa licence était en cours de révision et ses permis commerciaux étaient suspendus. Il a essayé de le combattre, mais chaque appel entraînait plus de frais, plus de papiers, plus de portes fermées. Le garçon entendait parfois des disputes tard dans la nuit, étouffées mais tranchantes, la voix de sa mère effilochée de peur, celle de son père de frustration. Il se souvenait avoir rampé dans le couloir une fois, jetant un coup d'œil au coin de la rue pour voir sa mère serrer un billet estampé d'encre rouge épaisse pendant que des larmes coulaient sur son visage. Son père était assis penché à la table, les épaules larges mais inclinées, ses mains calleuses agrippant ses cheveux comme s'il essayait de se maintenir ensemble. Plus tard, quand le garçon était assez vieux pour reconstituer des fragments de conversations entendues, il a appris la vérité. Un cousin d'un politicien avait créé une entreprise de livraison rivale, et les responsables de la ville s'étaient assurés que la concurrence était éliminée. Les licences ont été révoquées, les amendes se sont multipliées et ceux qui ont essayé de se battre. Son père, l'un des nombreux, avait été expulsé non pas par de mauvaises affaires,
mais par un système conçu pour ouvrir la voie à quelqu'un avec du pouvoir et des relations. C'était un abus systémique caché à la vue de tous. En apparence, cela ressemblait à la loi, à l'ordre, à la réglementation. En réalité, c'était de la corruption déguisée en bureaucratie, étouffant les familles honnêtes avec une montagne d'amendes qu'elles ne pourraient jamais grimper. Le père du garçon s'était desséché sous le poids. Il a duré une autre année, rafistolant des petits boulots, mais son esprit s'est estompé. Son rire s'est estompé, remplacé par de longs silences et des regards lointains. Un jour, il n'est tout simplement pas rentré à la maison. Il n'y avait pas de grands adieux, pas d'explication, juste une absence. Sa mère a essayé de maintenir la famille ensemble, travaillant des quarts de travail plus longs, repliant son chagrin dans les recoins de sa vie où son fils ne verrait pas. Mais il voyait toujours. Maintenant, à 10 ans, le garçon portait ses souvenirs comme des cicatrices invisibles. Tandis que la salle d'audience riait de sa blague, il se souvint du son des sanglots de sa mère résonnant dans une cuisine sombre, de la vue des factures empilées comme des murs autour d'elle. Il se souvint de la façon dont le camion de son père était resté inutilisé, les pneus s'aplatissant lentement, jusqu'à ce qu'un jour ils disparaissent, vendus pour des restes. Il se souvint à quel point le silence remplissait leur maison par la suite, brisé seulement par la rayure du stylo de sa mère alors qu'elle griffonnait des numéros sur des avis en retard, le visage creux d'épuisement. C'était pourquoi il avait sauté l'école pour l'aider. C'était pourquoi ses petites mains s'étaient enroulées autour du volant dans leur allée. Il ne s'agissait jamais de malice. Ce que le juge et les spectateurs considéraient comme de l'humour était, pour lui, un moyen de faire face. Il avait appris très tôt que le rire pouvait adoucir les bordures, que s'il souriait juste, les épaules de sa mère baisseraient et la tension dans ses yeux s'atténuerait, ne serait-ce qu'un instant. L'humour était son bouclier, sa façon de la protéger et de se protéger. Mais en dehors de la salle d'audience, il n'y avait pas de rire dans l'air, seulement le poids d'une ville qui avait volé à sa famille et à d'innombrables autres. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que le juge Caprio lui souriait gentiment depuis le banc, il y en avait d'autres dans la ville qui regardaient de plus près. Les membres du conseil et les chefs de police, des hommes en costume assis confortablement dans de hautes fonctions, des sponsors d'entreprises qui serraient la main de politiciens à huis clos, ils comprenaient tous le danger de cas comme le sien. Un petit garçon dans une salle d'audience pouvait sembler inoffensif, mais parfois des histoires inoffensives ouvraient des portes à de plus grandes vérités. Si les gens regardaient trop profondément, ils pourraient remarquer les schémas, les chaînes qui reliaient les amants d'une famille à un plus grand réseau de profits et de pouvoir. Et ceux qui bénéficiaient de ce web feraient n'importe quoi pour le cacher. Pour l'instant, cependant, l'affaire s'est terminée tranquillement. Le juge a offert un sourire, un avertissement et la douce miséricorde pour laquelle il était connu. Les caméras ont capturé le charme de l'excuse du garçon, la façon dont son innocence a désarmé l'autorité. Et bientôt le moment serait coupé en extraits viraux en ligne. Pour le monde, c'était une histoire drôle et réconfortante. Mais pour le garçon et sa mère, c'était un autre chapitre d'une histoire beaucoup plus sombre qui n'était pas encore terminée. Alors qu'il revenait dans l'air humide de la ville, le garçon ressentait quelque chose qui bougeait en lui, quelque chose de nouveau. L'humour l'avait porté jusqu'ici, mais maintenant il avait fait autre chose, cela lui avait donné du courage. Parce que dans cette salle d'audience, pour la première fois, il avait vu des gens l'écouter, vraiment l'écouter, même si cela commençait par des rires. Et cette étincelle d'être entendu ne s'éteindrait pas tranquillement. C'était petit, fragile, mais c'était là. Quelque chose de plus grand se préparait, même si ni lui ni sa mère ne comprenaient encore à quel point cette étincelle pouvait devenir dangereuse dans une ville construite sur des secrets. Parce que ce garçon ne partait pas tranquillement, il a juste trouvé le courage d'être entendu. Mais que se passe-t-il quand son rire expose une vérité qu'ils voulaient tous enterrer? The rain had stopped by the time they stepped off the courthouse steps, but the air still carried the damp chill of the morning. The boy tugged at his mother's hand, his small fingers sticky from nervous sweat, while she kept her gaze low, trying to ignore the curious eyes of strangers who had witnessed their hearing. The laughter from earlier seemed distant now, almost unreal, as if it had happened to someone else. They were about to cross the street when a woman's voice called softly from behind them, urgent but careful, like someone trying not to be overheard. The mother turned sharply, instinctively shielding her son, but what she saw was not a threat. Only a thin, elderly woman in a gray overcoat, her hands clutching a leather purse worn down at the edges. She introduced herself in a whisper, her voice cracked with years,
and explained that she had worked as a clerk in the city's traffic office for decades before retiring. Her eyes flickered nervously around the street as if she expected someone to be watching, and then she leaned closer, her words quick and deliberate. She said she remembered the boy's father, remembered the stack of fines that crossed her desk, and how wrong they had felt even then. She had never spoken out, but she had kept something, a folder, hidden away, holding documents she had quietly copied before the files disappeared. Shaky hands reached into her purse and drew out a faded blue folder. The corners bent, the paper inside yellowed with time. She pressed it into the boy's hands before his mother could protest, her voice trembling as she insisted that the truth belonged to them now. The mother froze, her heart pounding as though she were holding a live wire. She wanted to hand it back, to push away the weight of whatever this was, because she knew too well what happened to people who went against the machine that had swallowed her husband whole. Her instincts screamed to protect her son, to shield him from the dangers that had already cost them so much. But when she looked down, she saw his small hands clutching the folder like it was a lifeline. His eyes were wide, not just with fear, but with something stronger, an unshakable certainty. He turned that look toward her, a look that seemed far older than 10 years, and shook his head. Not this time. The folder was heavier than it looked. Inside were photocopies of official documents, stamped forms, and handwritten notes. Some bore signatures that matched across different dates. Some revealed sudden surges in fines that coincided suspiciously with meetings between city officials and business owners. There were memos that hinted at backroom deals, and a timeline that showed how the boy's father had been buried under escalating charges until his livelihood had been stripped away. The mother flipped through the papers with trembling fingers, her breath shallow, each page pulling her deeper into the confirmation of what she had long suspected but had never been able to prove. Her fear wrestled with her rage. She remembered nights at the kitchen table, the bills stacked in crooked towers, her husband's voice breaking as he insisted he had done nothing wrong. She remembered holding him as he crumbled under the weight of invisible enemies he could not name. And now, in her hands, was proof that they had not only destroyed him, but had done it deliberately. She wanted to throw the folder away, to run from the danger it represented, but her son's voice cut through her hesitation. He told her, in his steady, innocent way, that they had to take it back to Judge Caprio. He reminded her that the judge had laughed, but he had also listened, and that maybe for the first time, someone with power might care enough to act. The retired clerk's eyes glistened with fear and relief as she warned them that the men in those papers would not stand still. She whispered of intimidation, of how other families had been pressured into silence, of how files had vanished overnight. She explained that she had hidden these copies for years, waiting for someone brave enough to use them, but she herself had been too afraid. Now, she said, it was too late for her, but not for them. She urged them to be careful, to understand the danger, but to never let go of the truth. Then she disappeared into the crowd, her coat vanishing into the stream of strangers, leaving behind the echo of her words and the weight of the folder. The mother's steps were slow, her mind spinning, but the boy walked with determination, hugging the folder against his chest as though it were a shield. His grin surfaced again, not one of childish mischief this time, but of stubborn courage. He had grown up with laughter as a weapon against pain, and now that same fearlessness pushed him forward. He told his mother that this wasn't about jokes anymore. This was about proving his father had been right, about showing that their family had not been weak or careless, but targeted. For once, he wanted the truth spoken in a place where everyone could hear. Ils se sont retournés vers le palais de justice, chaque pas plus lourd que le précédent. Le grand bâtiment en pierre se profilait devant, ses fenêtres cintrées brillant faiblement dans la lumière grise. Plus ils se rapprochaient, plus la peur de la mère s'appuyait sur elle, mais l'emprise du garçon sur le dossier ne faiblissait jamais. À l'intérieur, des chuchotements se répandaient déjà. Les membres du conseil et les officiers de la ville avaient eu vent de ce qui pourrait arriver, et leurs lignes téléphoniques brûlaient d'appels frénétiques. Des hommes qui avaient autrefois ri derrière des portes polies se démenaient maintenant pour effacer, couvrir, menacer. La machine qui avait écrasé son père se réveillait à nouveau, désespérée de se protéger. Les portes du palais de justice se sont ouvertes. Ensemble,
Ils sont revenus dans les couloirs en écho. Les baskets du garçon ont grincé sur le sol alors qu'il serrait le dossier, sa mère à ses côtés, tous deux conscients qu'ils entraient dans quelque chose de plus grand qu'eux. Les greffiers derrière les comptoirs les ont regardés avec des yeux prudents, et le silence a semblé s'étirer comme un souffle retenu. En atteignant la chambre du juge Caprio, le garçon a soulevé le dossier sur le banc avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Les yeux du juge sont tombés dessus, son front se plissant en ouvrant la couverture usée. Son regard a parcouru la première page, puis la suivante, son expression chaleureuse habituelle se durcissant en quelque chose de plus net. L'air dans la pièce a changé, lourde tension tacite. Il ne s'agissait plus d'une blague d'enfant, plus de rire résonnant dans la salle d'audience. Le garçon et sa mère se tenaient d'un côté d'une ligne qui ne pouvait pas être effacée, et le juge Caprio, lisant ses papiers, comprenait maintenant la vérité. Et quand il a levé la tête, ses yeux ne portaient plus d'amusement, mais tout autre chose, un feu qui promettait un changement. Et quand le juge Caprio ouvre le dossier, le regard sur son visage change tout. Le palais de justice débordait d'anticipation. Chaque banc était rempli de citoyens qui étaient autrefois venus pour se divertir mais qui se rassemblaient maintenant pour quelque chose de plus profond. Des caméras bordaient le mur du fond, leurs lumières rouges brillaient comme des yeux vigilants, capturant chaque seconde de ce qui était sur le point de se dérouler. Le murmure de la foule se leva et tomba en vagues nerveuses, ponctuées par le brassage des papiers, le grincement des vieux bancs en bois et les cliquetis métalliques des menottes posées sans rien faire aux ceintures des agents en attente. Au centre de tout cela, le garçon se tenait à côté de sa mère, non plus la source de rire avec une excuse malicieuse, mais l'étincelle qui avait allumé un incendie qu'aucun d'entre eux ne pouvait éteindre. Ses yeux écarquillés scrutaient la pièce, non pas avec une certitude, mais avec une certitude plus que quiconque. Le juge Frank Caprio était assis avec la même posture qu'il avait toujours portée, mais il y avait une différence aujourd'hui, un poids subtil se pressant sur ses épaules alors qu'il tenait le dossier qui était arrivé entre ses mains la veille. Ses bords étaient effilochés, sa colonne vertébrale pliée après des années de dissimulation. Mais les papiers à l'intérieur étaient nets de vérité, intacts jusqu'à maintenant. Il ajusta ses lunettes, le bourdonnement de la salle d'audience s'assombrissant en silence alors qu'il ouvrait le dossier et commençait à lire. Sa voix, ferme et délibérée, portait chaque mot dans la salle bondée. Il a d'abord prononcé les dates, les vieilles citations liées au père du garçon, les amendes qui avaient saigné une famille et volé son gagne-pain. Mais ensuite il a prononcé les noms. Les fonctionnaires de la ville dont les signatures ont confirmé la fabrication. Les membres du conseil dont l'approbation a poussé à des accusations sans fondement. Les sponsors qui ont profité des contrats liés au stratagème. Avec chaque nom prononcé, un halètement collectif a traversé la galerie, les visages devenant pâles, des chuchotements jaillissant d'un bout à l'autre de la pièce comme des étincelles attrapant l'herbe sèche. Ce qui avait été autrefois un lieu d'amusement, une salle d'audience où les gens riaient aux excuses et secouaient la tête au malheur, s'était transformé en une scène où la vérité exigeait d'être entendue. The boy's mother pressed a trembling hand to her mouth, her eyes brimming with tears that spilled over before she could stop them. For years she had carried the shame of watching her husband accused, their family dragged through mud, her dignity eroded by the judgment of neighbors and strangers alike. Now, as each fraudulent act was revealed, the shame lifted, replaced with a strength she thought had been lost forever. Her sobs broke quietly, not from pain but from the release of a weight too heavy to carry alone. She reached down, feeling her son's small hand clutch hers firmly, his fingers steady, as if reminding her that he had been the one to pull them forward when she had been too afraid to take another step. Officers moved into the crowd, their boots striking against the polished floor with a sharp rhythm. They approached men who once walked through City Hall untouchable, their power secured by silence and intimidation. Now, those same men stiffened as cold steel closed around their wrists, their polished suits wrinkling as they were led away in handcuffs. The cameras zoomed in mercilessly, capturing the stunned faces of men who had never imagined they could fall, their names recorded not in honor, but in disgrace. The hum of flashbulbs filled the room, light bursting across the marble walls, preserving the collapse of an empire built on corruption. Le garçon se tenait plus droit, le menton levé, regardant la justice se dérouler en temps réel. Il n'avait que 10 ans, mais à ce moment-là, il se portait avec le poids de quelqu'un de beaucoup plus âgé
quelqu'un qui avait vu la cruauté du pouvoir et qui refusait pourtant d'être écrasé en dessous. Il se souvint du rire qui avait jadis rempli cette salle d'audience quand il avait fait sa blague, de la façon dont le juge Caprio avait ri et que la foule avait souri. Ce rire avait alors semblé être un bouclier, un moyen de faire la lumière sur leurs difficultés. Mais maintenant, il réalisa que c'était quelque chose de plus, une clé. Son humour avait désarmé un système qui prospérait sur la peur. Il avait ouvert la porte juste assez pour laisser passer la vérité. La voix du juge Caprio s'est abaissée alors qu'il posait le dossier, son regard balayant la salle d'audience bondée. Il s'est penché en avant, ses paroles mesurées, rappelant à tous ceux qui écoutaient que parfois les plus petites voix avaient le plus grand poids. Il a parlé du rire comme d'une force non pas de distraction mais de révélation, plus puissante que la colère parce qu'elle pouvait couper les murs que les gens construisaient autour d'eux. Son ton était à la fois révérence et avertissement, que la justice n'est pas née du rugissement des puissants mais du courage de ceux qui refusaient de se taire. La mère du garçon pleurait ouvertement maintenant, non pas par faiblesse mais par triomphe. Sa dignité, une fois volée, avait été restaurée devant une ville qui ne pouvait plus détourner le regard. Elle tenait son fils contre elle, chuchotant une prière de remerciement, même si ses paroles étaient noyées dans le rugissement de la foule qui se levait. Des applaudissements ont retenti, des acclamations se sont répandues, résonnant dans le palais de justice jusqu'à ce qu'il semble que les murs même tremblaient de libération. Les journalistes ont pris des notes furieuses, les caméras inclinées vers la petite silhouette qui était devenue le visage du défi. Le garçon se tenait au centre de tout, ne souriant pas avec malice comme il l'avait fait autrefois, mais souriant avec fierté. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait fait était plus que simplement raconter une blague pour faire rire un juge. Il avait changé le cours de la vie de sa famille et donné une voix à une communauté qui avait été réduite au silence pendant trop longtemps. Ses petites épaules portaient le genre de victoire que personne ne pouvait emporter. Alors que le bruit des chaînes s'estompait dans le couloir et que la salle d'audience s'installait dans la crainte, la caméra a lentement zoomé sur le juge Caprio, son marteau posé à côté de lui. Justice avait été rendue, pas seulement pour un garçon, pas seulement pour une famille, mais pour une ville entière qui attendait que quelqu'un se lève et prouve que le système pouvait toujours se pencher vers la vérité. Le rire du garçon, une fois rejeté comme une innocence enfantine, avait révélé la corruption et mis en branle un calcul auquel personne n'avait osé s'attendre. Et alors que la vidéo devenait noire, la voix d'un narrateur s'est élevée claire et résolue, laissant au public un appel qui ne pouvait être ignoré. Si vous pensez que personne n'est trop petit pour faire une différence, partagez cette histoire, laissez un commentaire et faites savoir au monde. La justice appartient à tous. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est fictive. Elle explore les thèmes de la compassion judiciaire, de l'importance de l'humour en période de stress et du pouvoir de l'innocence de l'enfance. Ce récit vise à mettre en lumière le côté humain du système judiciaire et à susciter une véritable empathie.